Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce projet? C'est une idée que j'ai eue quand j'étais gamine, j'avais 12 ans. Et on l'a réalisée avec d'autres sous forme associative. En 2002, on a ouvert ce café. L'association, c'était en 1998 qu'elle est née. Et l'ouverture, ça a été le 1er août 2002, après plus d'une année de travaux. Voilà. Alors, on a tout de suite eu un succès humain. Et c'est ça qui a fait qu'on s'est décidé, soit on grossissait, ça veut dire on faisait plein de petits cafés des enfants, soit, et c'était l'idée principale, soit on prenait racine là où on était, et on voyait grandir les enfants avec lesquels on faisait cette expérience, parce que c'était nouveau. Et donc on a décidé de rester petit et de garder notre nom et de transmettre le concept gratuitement pour qu'il y ait plein de cafés des enfants là où les personnes avaient envie qu'il y en ait. Et ça a été donc le départ, ça. Après, en 2007, toutes les associations cafés des enfants ont fait une charte et on a fait une fédération des cafés des enfants. Et là, actuellement, il y a à peu près 31 adhérents, enfin c'est des cafés associatifs, itinérants ou non itinérants, fixes comme celui du Café Zoïde. Et puis voilà, donc on en est là. On en est c'est une petite expérience sur la base de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc sur la liberté de l'enfant, reconnaître à l'enfant, un enfant est quelqu'un de moins de 18 ans, et de reconnaître à l'enfant qu'il est compétent de savoir ce qui est bon pour lui. Qu'on n'est pas obligé de décider pour lui de son activité à un moment donné, ce qu'on appelle le temps libre. Ce qui fait c'est pour ça qu'on est ouvert du mercredi au dimanche, y compris toutes les vacances scolaires, et c'est bien pour permettre à l'enfant d'habiter ce temps à sa façon. Alors on propose des choses, les adultes, c'est tout le temps, on est tout le temps propose. Et les autres cafés des enfants font un peu la même chose, ils sont sur cette liberté de l'enfant. Donc on a fait une charte de valeurs. Mais en 2005, nous, ici, il y avait, toujours pareil, quand je te parle d'une histoire, c'est une histoire territoriale. C'est par rapport à notre environnement, Paris appartient au monde, et le 19e est un quartier très très populaire, mais qui se gentrifie énormément. Ça veut dire que on le voit, et donc il y a des heurts entre un Paris qu'on veut vider des habitants populaires et ceux qui en ont les moyens, de cette nouvelle gentrification, mais qui ne sont pas forcément, qui viennent pas dans le 19e d'une façon longue. Ça veut dire qu'ils viennent juste parce que c'est moins cher et parce que il est à la mode, par exemple. Nous, on a affaire à une population qui n'a pas forcément choisi le 19e, mais qui est là depuis longtemps et qui a envie d'y rester parce que simplement sa famille y a grandi. Et donc on essaye d'ouvrir à tout le monde. Donc il y a un accueil inconditionnel au Café Zoïde, ce qui fait que tu vas pouvoir voir même le SDF du coin, tu vas voir tous les enfants, ceux qui ont de l'argent ou qui n'ont pas d'argent, etc. Il y a un système qui permet que même les enfants qui n'ont pas d'argent puissent rentrer, et les adultes aussi. C'est un système comme ça. Et en 2005, c'était la fin des terrains d'aventure pratiquement sur Paris. Et comme nous, on s'occupait des enfants, il y a des adultes, les élus et d'autres adultes, des associatifs, qui nous disaient il ne faut pas laisser les enfants dans la rue, il ne faut pas qu'ils jouent dans la rue, occupez-vous-en à l'intérieur. Et c'est là où on a crié la rue aux enfants, et on a fait la première rue aux enfants en 2005. Pour nous, pour nous, la première rue aux enfants, c'était vraiment pour dire, mais oui, les enfants, la rue, ça leur appartient. C'est important quand on va dans un pays où il n'y a personne dans la rue, c'est triste. Les enfants sont là, ça leur appartient aussi, ils ont le droit de jouer dans la rue. Et ça nous fait du bien de voir des enfants jouer dans la rue, avec les adultes. De toute façon, quand il y a des enfants, il y a des adultes. Et ça a été notre premier démarrage de rue aux enfants. Après, les autres cafés des enfants, pareil, par mimétisme, on fait des rues aux enfants. Et en 2014, la mairie de Paris
a proposé, lors du premier budget participatif, elle a proposé les rues aux enfants. Et les Parisiens ont voté pour. Du coup, en fait, c'était la ville qui a proposé. Ben, à partir de l'expérience du 19e arrondissement, voyant le succès. C'était mieux, même si on était tout petit, les rues aux enfants, dès le départ, ont eu énormément de succès. Et ce qui fait qu'on a fait les premières rues aux enfants en 2005, sans voiture. Et en 2015, sans voiture. Et c'est là, avec Rue de l'Avenir, parce que la mairie de Paris, en fait, avait réuni Rue de l'Avenir, Vivacité, la Nassège n'était pas encore là. Et après, avec Rue de l'Avenir, a invité la Nassège aussi à participer au collectif. Et on a fait un collectif de 4 associations pour, comment te dire, aider à essaimer les rues aux enfants. Alors, on a rajouté, le collectif a souhaité rajouter Rue pour tous. Bon, pour nous qui connaissions les rues aux enfants, pour nous, c'était pas évident le Rue pour tous, parce que nous, de fait, quand il y a les enfants qui sont dehors, il y a aussi les adultes. Pour nous, c'était tellement évident, parce qu'on le vivait, que on ne s'est pas posé ce problème-là. Mais pour les personnes qui n'organisaient pas de rue aux enfants, c'était important de dire que c'était pas simplement réservé aux enfants. Voilà. Et du coup, en fait, comment vous avez réussi à pérenniser Comment on a pérennisé? Par une grosse volonté. Parce que tu sais, on a été le premier budget participatif, mais du premier budget participatif, on a eu 0 centime. Et c'est simplement, alors il y avait des gens qui nous disaient, mais comment vous allez faire des rues aux enfants sans juste un budget d'investissement, sans budget de fonctionnement? Mais on a dit, mais nous, mais c'est notre ADN, nous, mais de toute façon, qu'on ait de l'argent ou qu'on n'ait pas d'argent, on fait nos rues aux enfants, c'est nous. Et donc c'est comme ça que ça s'est... et puis les autres, en fait, tous les cafés des enfants, comme les cafés par exemple, le café Home Sweet Home, comme Lille, les potentiels, comme tout ça, comme Zadig Zinc à Montpellier, ils ont fait des rues aux enfants. Alors au départ, tout ça c'est entraînant. Et après, ici à Paris, il y en a eu plein aussi de rues aux enfants. Il y a eu la rue Golotte, il y a eu la rue Bignon. Bon, il y en a qui sont plus soutenus que d'autres, et bon, ça leur permet d'être plus pérennes. Après, il y a que j'appellerais que la ville de Paris s'est inspirée des rues aux enfants pour faire des ludomous, et les places de la République, etc. Et ça, c'est bien. On est inspirant aussi. On est innovant et inspirant. Et ça a permis actuellement d'avoir des ludothèques comme ça. Ils ont vu que c'était une demande et que ça correspondait à un besoin. On fait aussi partie de Paris Plage. Voilà. Et dans le cadre de Paris Respire, en fait, c'est... Oui, alors, Paris Respire, non, c'est pas... Non, là, c'est une lutte plus, je dirais, un mouvement un peu écologique qui souhaite que la voiture recule. Et donc, nous, on a lutté au conseil de quartier et puis aussi dans tout Paris pour que la voiture recule sur Paris. D'une façon ponctuelle ou durable, que la voiture recule. Alors on fait partie de Parking D, on fait partie de la journée sans voiture avec Delphine Grimbert, le mouvement Paris sans voiture. Donc on est en partenariat depuis très très longtemps. Et du coup, en fait, là, vous organisez au départ, d'après ce que j'ai compris, vous organisez l'aller une fois par mois, et après ça est devenu un dimanche. Alors l'année dernière, enfin, on a fait d'abord, c'était le dernier dimanche. Non, oui, on a le dernier dimanche de mai, parce que c'est la journée mondiale du jeu, donc c'était lié au jeu. Après, ça a été en 2015 des petites rues aux enfants sans voiture, la rue de Colmar. Après, ça a été plusieurs dimanches. Et après, maintenant, c'est quand les enfants veulent. Par exemple, je vais te montrer. Là, je l'organise. Bon, mais là, c'est par exemple, tu vois, c'est les filles, là, ils ne savaient jamais jouer au foot. Et bien, on est allé jouer au foot, tu vois, dans la rue. Tu vois, des fois, c'est tout simple. Avant, ça ne se faisait plus, ça.
Ça ne se faisait plus, tu vois. Donc les enfants jouent au foot et c'est elles, par exemple, elles ont découvert le foot. C'est juste réapprendre aux adultes de voir des enfants jouer dans la rue avec un ballon. Parce que si tu regardes tous les panneaux interdits de jouer au ballon, interdits même dans les cours d'immeubles, hein. Avant les amicales de locataires revendiquaient des jeux pour les enfants. Maintenant avoir un enfant c'est interdit. C'est même interdit aux chiens, aux ballons et aux enfants, tu vois. Et donc nous c'est réhabituer que les personnes revoient des enfants jouer dans la rue. Et aussi, pour nous c'est important ça. Tu vois. Là, il y en a plein. Voilà. Mais c'est des petites rues. Après, il y a des rues plus grandes. Ça c'est le jardin. Hein? On a fait un film justement sur les rues aux enfants. Parce que depuis 2018, on en organise donc dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris. Et effectivement, ça a tout de suite, comme dit Anne-Marie, fonctionné et répondu à un réel besoin des habitants, d'autant plus que c'est des habitants aussi qui vivent sur Paris et par définition dans des petits appartements. Il y a besoin aussi d'avoir des espaces de respiration, des espaces sécurisés, apaisés, où l'enfant est vraiment libre de ses mouvements. Et une rue aux enfants, c'est ça, c'est laisser l'espace libre à l'enfant. Parce qu'il y a pas mal d'enfants avec des craies, ils se mettent au sol, dessinent, créent, et c'est ça aussi une rue aux enfants, c'est surtout ça. C'est vraiment pas on bloque la rue pour y mettre plein d'animation, non. C'est on bloque la rue à la circulation motorisée et on laisse l'enfant créer librement ce qu'il a envie de créer. Et effectivement, c'était très intéressant d'expérimenter ça dans le 18e et dans un quartier très dense. Et on a vu tout de suite le résultat. Est-ce que vous sentez qu'il y a des différences socio-professionnelles, des gens qui viennent fréquenter? Est-ce qu'il y a plutôt des populations populaires où il y a les deux? En fait, c'est comment? Anne-Marie tout à l'heure, on a, que ce soit dans le 19e arrondissement ou dans le 18e arrondissement, il y a cet effet de gentrification qui n'est pas nouveau, hein, mais qui est continuel, on va dire, mais aussi on retrouve cette couche populaire qui est dans nos quartiers et que nous, on souhaite qu'elle reste. Et la force d'un café des enfants et la force d'une rue aux enfants, par définition, c'est aussi cet accueil inconditionnel-là. Et l'espace public, c'est l'espace commun. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'un des rares espaces où on peut retrouver l'ensemble de ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on va dans un café classique, on ne trouve pas toutes les personnes. Il faut avoir le moyen d'aller dans un café aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, même le verre d'eau est payant dans certains cafés parisiens. Alors que d'habitude, généralement, et c'est ça aussi l'esprit d'un café des enfants, c'est le café du village. Avant, dans le café du village, on pouvait venir librement, même sans consommer. Voilà. Mais aujourd'hui, dans cette grande ville de Paris, on le perd un peu. Et heureusement qu'il y a des cafés des enfants qui existent. Et donc, du coup, pour revenir sur l'espace public, ça reste le seul espace aujourd'hui qui est offert à tout le monde, qui est proposé à tout le monde, librement. Voilà. Et ça, c'est génial de pouvoir justement permettre à l'ensemble des catégories socio-professionnelles d'y vivre et de le partager ensemble. On le voit aujourd'hui avec Paris Respire, on le voit aujourd'hui avec ces piétonnisés qu'on permet aux rollers, aux coureurs. Tout le monde apprécie ces moments-là. Tout le monde apprécie ces moments-là. Et c'est un vrai besoin aujourd'hui de se réapproprier cet espace public. Donc vraiment, les populations parisiennes ont besoin de ces espaces de respiration. Et du coup, au-delà de l'espace public, vous n'avez pas pensé par exemple à investir des espaces scolaires ou carrément des squares qui sont pour les enfants? Parce que je sais que l'esprit de la rue aux enfants, c'est justement de s'approprier l'espace public, mais est-ce que vous avez pensé à cibler des espaces qui sont dédiés à l'enfant justement? Par exemple les espaces scolaires, les cours d'école? Les cours d'école, oui. Par exemple, dans Psychmom, on agit dans les cours d'école, le samedi après-midi notamment, où on permet justement à l'ensemble de la population d'un quartier de venir, de venir profiter pleinement d'un espace libre
l'espace des écoles. Les écoles sont fermées les week-ends. C'est un espace public, donc par définition qui appartient à tout le monde. Et du coup, voilà, on agit aussi dans les écoles, les samedis après-midi notamment. Mais pas dans les jardins. Les jardins, c'est voilà, déjà un espace qui est déjà fermé, approprié, aménagé. Voilà, il y a des gens, puis les enfants ils y vont aussi, les familles ils y vont aussi. L'idée c'est aussi de s'approprier d'autres espaces moins utilisés. Et voilà, donc Ça rentre dans le cadre d'un partenariat avec la ville. oui, bien sûr, on a besoin de la ville, bien sûr, on a besoin de la ville pour pouvoir s'approprier ces espaces-là, la rue, parce qu'il faut des autorisations de la ville, des autorisations de la préfecture, et puis la ville est partenaire parce que voilà, la ville depuis plusieurs années a mis en place aussi des moments où on ferme la rue, les rues aux voitures, par exemple Paris Respire. C'est une initiative de la ville, Paris sans voiture, c'est aussi une initiative également de la ville. Donc effectivement, la ville est partenaire de ces projets-là. Et c'est elle qui nous permet aussi également de pouvoir les réaliser. Oui. Voilà. Sans la ville, on n'aurait pas pu bloquer les rues, par exemple. Donc effectivement, mais c'est d'abord nous, indépendamment de la ville, qui avons initié, souhaité, porté cette volonté de s'approprier l'espace public. Pour les cours, c'est pareil, on sollicite la ville, les autorisations, et puis voilà. Et donc du coup, vous pensez que votre initiative, elle est, qu'est-ce qu'elle rajoute par rapport à ce qui se pratique dans le monde, le monde urbanistique, parce qu'on sait que là, il y a des planificateurs qui pensent que tel espace aura telle fonction. Par exemple, une rue où il y aura de la voiture, on a du mal à s'imaginer qu'elle formera un cercle. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi justement à changer la manière dont l'espace public est pensé par cette initiative-là? Ah oui, totalement. Aujourd'hui, grâce aux rues aux enfants notamment, il y a des rues qui sont fermées dans l'année par exemple, qui sont devenues des rues aux enfants sans pérennes. Et aujourd'hui, sur Paris, on parle aussi des rues jardins. Du coup, il y a des rues, notamment dans le quartier de la Goutte d'Or, il y a une rue qui s'appelle la rue Richomme, qui va devenir une rue jardin. Et ça, c'était une initiative d'habitants, d'un collectif d'habitants qui ont voulu que cette rue-là soit fermée à la circulation et devienne une rue jardin. Aujourd'hui, la ville de Paris, même l'ensemble des partis politiques là, potentiellement élus lors des prochaines élections municipales, parlent de fermer plein de rues où il y a des écoles. Par exemple, à 300 mètres d'une école, on fermerait ces écoles-là justement pour permettre à l'enfant de s'approprier cet espace-là, mais aussi de réduire la nuisance de la voiture, la pollution aussi de la voiture. Donc effectivement, aujourd'hui, on se rend bien compte que oui, effectivement, Paris a besoin de respirer. La place de la voiture, comme elle a été pensée dans les années 60-70, aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut repenser autrement la ville. Et effectivement, repenser autrement la ville et laisser la place aussi aux habitants et notamment les enfants. Alors, Nadje, je te présente. Bonjour, je m'appelle Sungutumba. Je suis étudiante en master à Cergy. On étudie les relations internationales et européennes et moi je me spécialise dans les projets européens. Peut-être. Moi, je suis étudiante en urbanisme aussi, à l'école d'urbanisme. Là, je fais une recherche sur la place de l'enfant. Place dans l'enfant dans la ville, et donc elle est en stage auprès de l'Université pour le projet Rue aux enfants du collectif Rue aux enfants, Rue pour tous. Parce qu'en fait, là, toi, si tu deviens volontaire civique, ça sera au niveau de la Fédération des cafés des enfants. Mais en fait, même si on est tout petit, ici Café Zoïde ou le Home Sweet Home, on a un réseau qui s'étend. Là, par exemple, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'un café des enfants était à Mexico. Il y a une maman qui a fait un café à Bamako l'année dernière au mois d'août. Tu vois, donc c'est des choses, les Anglais ont fait des rues aux enfants, ils ont appelé ça autrement. Il y a 6-7 ans, ils ont fait aussi des expériences de rues aux enfants. Penser en mouvement, je trouve que justement des fois on va trop vite parce qu'on n'est pas assez en lien. Ouais. Justement, par exemple, moi ce que je vois, c'est que des fois on a une différence de rythme. Tu vois, par exemple, nous on est le premier café des enfants, donc ce rythme-là, il faut que des fois on revienne à plus prendre le temps de s'écouter, voir que justement on n'avance pas tous à la même vitesse, mais comment on peut profiter des plus jeunes
mais que les plus jeunes aussi, on ait le temps de cette transmission, hein, qu'elle soit vraiment, qu'est-ce que ça veut dire transmission, qu'est-ce que ça veut dire mutualisation, mais que tout le monde apporte au bien commun. Parce que le pot commun, on est dans une société où les gens sont un peu assistés. Bon, tu as une fédération, il y en a, ils croient qu'il faut que ce soit la Fédé qui aide. C'est vrai que la Fédé apporte, elle apporte le concept, elle a apporté la charte, elle a apporté ça, elle a apporté énormément. Mais je pense qu'il y a aussi de savoir comment on peut, comment avancer un mouvement en commun. Comment le mouvement est collectif, c'est pas, tu vois, et c'est vraiment, c'est ça. Et puis s'impliquer tous, s'impliquer mais sans hiérarchie, c'est ça. Alors c'est pour ça qu'il y en a certains, justement il faut qu'ils acceptent de voir comment les gens grandissent, et qu'est-ce que ça peut apporter. Donc à des moments donnés on est observateur et à des moments donnés on est acteur, mais en même temps on avance tous ensemble. Oui. Je pense que le rôle du volontaire, c'est mettre en commun et informer. La réflexion, elle doit être commune, elle doit être collective, mais informer. Ça veut dire systématiquement quand il y a un travail de veille, dès qu'il y a quelque chose qui concerne les cafés des enfants, sur le droit des enfants, c'est ça que je pensais. sur les lois, etc. Dès que ça concerne, sur les appels à projets, sur tout ça, dès que ça concerne les cafés des enfants et les rues aux enfants, hop, on relaie. Ce que nous, on n'a pas forcément le temps parce que tu vois, bon là j'ai été sauvée par Khadija, mais presque je devais faire en même temps les rendez-vous, en même temps le bar, en même temps l'accueil, bon, etc., etc. Mais bon, il y a une sorte de dieusoïde qui paye au grain. On espère que ça va se dénouer au dernier moment. C'est un café des enfants itinérant. C'est-à-dire on investit plusieurs lieux dans le quartier, on accueille les enfants en attendant d'avoir notre propre local qui va bientôt arriver parce qu'on est lauréat du budget participatif parisien. Donc du coup là ça va nous permettre d'intégrer rapidement un local. Parce que nous, comme Anne-Marie, on est intimement convaincus par le collectif, par le faire ensemble. Et le faire ensemble nourrit chacun de nous en fait. Et c'est ça qu'il faut que tout le monde prenne conscience de ça. De se dire, voilà, je peux donner mon temps pour la Fédé, mais je veux aussi en recevoir. Et, voilà. Et puis on se nourrit mutuellement. Et c'est pas parce que, voilà, il faut que chacun soit conscient de ça. Et c'est ce qui va faire, ce qui fait la force aussi de la fédération. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui 31 cafés adhérents. Du coup, ça représente pas mal de monde. Et si chacun donne un peu, ça devrait le faire. D'accord. Vous l'avez découvert à travers quel projet? C'est parce que vous m'avez dit qu'il y avait certains porteurs de projets sur les 5 premiers cafés. Oui, c'est tout à fait des enfants qui sont... Il y a les potentiels par exemple, il y a la soupape qui est à Grenoble, il y avait aussi à l'abordage aussi. À l'abordage de Nantes, oui. Oui, à l'abordage de Nantes, voilà. C'est vraiment les premiers cafés qui sont nés après celui du Café Zoïde. Café voilà. Lafay, Café Lafay, Noisy-le-Grand et Muriel. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Mais voilà, du coup, c'est comme ça que nous, tout de suite, on a voulu aussi rentrer dans l'aventure. En fait, c'est parce que nous, on a organisé tous les derniers vendredis de chaque mois à 18h. Donc là, si jamais tu rejoins la Fédé, tu y participeras. On fait une réunion de porteurs de projets tous les derniers vendredis de chaque mois à 18h. On pourra en faire d'autres,